Tout d'abord, je voudrais remercier la Fondation Descartes et en particulier Laurent et Clémence pour leur invitation aujourd'hui. Alors ça peut vous paraître un peu paradoxal, mais effectivement aujourd'hui on a beaucoup entendu parler des réseaux sociaux comme outils pour faire circuler massivement de la désinformation. Et moi je vais vous parler de comment on peut utiliser les réseaux sociaux pour vulgariser justement la science et comme moyen de lutte contre la désinformation. Alors, juste pour vous expliquer un peu qui je suis et comment je me suis retrouvée sur les réseaux, je suis docteur en médecine vétérinaire à la base et j'ai aussi fait une thèse de recherche en virologie-immunologie dans un labo d'immunovaccinaux. Après donc, ma thèse, en 2016, je suis partie en séjour postdoctoral à l'Université de Californie du Sud, à Los Angeles, pendant 2 ans. Et puis après, j'ai fait un deuxième postdoc à l'Université de Californie cette fois-ci à Irvine, et je suis restée aussi presque 2 ans. Et maintenant, je travaille dans une biotech californienne où je suis manager des publications scientifiques, toujours dans le domaine des maladies infectieuses. Voilà. Et en parallèle de ça, en février 2021, j'ai créé un compte Instagram qui s'appelle The French Virologist. C'est de la vulgarisation en français et non pas en anglais, même si je vis aux États-Unis. J'ai aussi fait des chroniques de biologie sur France 5 dans l'émission C'est Jamy, qui était une quotidienne diffusée en 2022. Et j'ai publié un livre aux éditions Hachette Marabout, un livre de vulgarisation pour le grand public, tout ce qui tourne autour des maladies infectieuses, qui est sorti il y a 1 mois et demi à peu près. Voilà. Alors, juste pour rappeler un peu, parce que tout le monde n'est pas familier avec les réseaux sociaux, les réseaux sociaux ont pris vraiment une ampleur ces 10 dernières années dans nos vies et sur nos téléphones aussi. Il y a à peu près 4,7 milliards d'utilisateurs dans le monde des réseaux sociaux. C'était les dernières stats en janvier 2023, donc c'est vraiment énorme. Tout le monde, je pense, consulte un réseau social aujourd'hui. Et il y a vraiment beaucoup de réseaux sociaux différents. Donc il y a Facebook qui est quand même le plus connu et le plus consulté, avec presque 3 milliards d'utilisateurs dans le monde. Le deuxième, c'est YouTube avec 2,5 milliards. Et après, il y a Instagram, WhatsApp qui sont à peu près à 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Et il y a le géant TikTok qui arrive peu à peu aussi avec 1 milliard d'utilisateurs. Et Twitter à peu près à un demi-milliard environ, qui est maintenant devenu X ou X, je ne sais pas comment on dit. Tout le monde n'utilise pas tous les réseaux sociaux, évidemment, il y en a beaucoup de différents, et on remarque qu'en fonction de l'âge, il y a aussi des préférences. Les jeunes, ça va être plutôt TikTok, et les personnes un peu plus âgées, plus de 40 ans, ça va plutôt être Facebook. Instagram, on sait que c'est à peu près la moitié des utilisateurs entre 16 et 35 ans environ, donc c'est assez mix. Alors moi, je vais vous parler surtout d'Instagram parce que c'est ma plateforme principale, mais je ne suis pas la seule créatrice de contenu sur les réseaux qui parlent de science. Il y a beaucoup d'autres créateurs de contenu, des médecins, des professionnels de santé, mais aussi des scientifiques qui font de la vulgarisation et qui font ça très bien sur TikTok, sur YouTube, sur Twitter ou sur Instagram aussi. Donc Instagram, c'est plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, rien qu'en France, c'est plus de 23 millions d'utilisateurs, donc c'est pas négligeable. Ça a été créé en 2010, ça a été racheté par Meta / Facebook en 2012, et le type de contenu qu'on peut publier là-dessus, donc avant c'était surtout des photos et des images, et maintenant c'est plutôt des vidéos permanentes courtes qu'on appelle Reels ou réels. Il y a aussi on peut partager des vidéos spontanées éphémères qui vont durer environ 24 heures, avec ce qu'on appelle des stories. Et on peut aussi faire des vidéos live, donc avec d'autres personnes, etc., pour parler d'un sujet en particulier. Alors pourquoi j'ai créé un compte Instagram? Ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier 2021, quand les vaccins contre le Covid sont devenus disponibles, naïvement en tant que scientifique dans le domaine, je me suis dit ça y est, on est sauvé, tout le monde va accepter de se faire vacciner, ça va être génial, la pandémie est finie. Et il y a eu un raz-de-marée d'informations sur les réseaux sociaux. J'ai eu beaucoup de proches, d'amis qui sont venus sur mon compte privé. J'avais un compte privé parce que j'étais expat, où je partageais les photos de ma famille, etc., sur Instagram, et qui sont venus me poser des questions parce qu'ils avaient peur de se faire vacciner. Et donc j'ai commencé à répondre à tout le monde. Puis après j'ai commencé à faire des stories. Après il y avait plein de monde qui venait sur mon compte. Et je me dis, oh là là, il y a trop de monde qui vient sur mon compte privé. J'ai créé un compte spécial, public, que j'ai créé en février 2021, qui s'appelle The French Virologist, parce que je suis française et que c'est mon métier. Le premier post que j'ai posté, c'est celui-là. C'est une citation de Louis Pasteur, « La science n'a pas de patrie », parce que je trouvais qu'à ce moment-là, et je pense que c'est encore vrai maintenant,
il y avait trop de confusion entre les faits scientifiques et les opinions et les croyances. Les gens pensaient qu'on pouvait donner son opinion sur des faits établis de manière et que c'était parce ils pensaient que ils n'étaient pas d'accord, que c'était vrai. Alors qu'en fait, c'est pas comme ça que ça marche, la science. Donc je me suis dit, voilà, c'est ça. Donc j'ai bien expliqué, il n'y a pas de politique, pas de croyance, pas d'opinion. Je donne pas mon avis sur ce compte. Vraiment, j'explique juste les faits et le consensus scientifique tel qu'il est à l'instant T. Et voilà, c'est vraiment le but du compte, ça a été ça. Alors, en 2 ans et demi, le compte a beaucoup augmenté. Il y a maintenant plus de 180, je crois que maintenant 184 000 personnes qui me suivent. J'ai fait 528 posts, c'est beaucoup de travail, ça a été vraiment beaucoup de travail. Je fais ça en plus de mon travail, c'est vraiment pas mon métier principal. Depuis peu de temps, je reposte aussi toutes mes vidéos sur TikTok et Facebook et YouTube pour essayer un peu d'amplifier le message ailleurs et de toucher d'autres communautés, notamment les jeunes qui sont beaucoup sur TikTok. Alors pourquoi vulgariser sur les réseaux sociaux? Le numéro 1 à l'époque, en tout cas, c'était de lutter contre la désinformation. Débunker des mythes, on en a parlé un petit peu avant. Vraiment, c'était vraiment la motivation numéro 1. Il y avait trop de bêtises qui circulaient et à chaque fois, j'expliquais voilà, on met tous les jours la loi de Brandolini à exécution. Ça prend beaucoup de temps de débunker des histoires, voilà, même l'histoire de la puce 5G à expliquer. Voilà, il faut quand même trouver des solutions. Aussi, voilà, tout ce qui est recettes de grand-mère, fake news, donc vidéos qui circulent sur les réseaux, souvent les gens me les envoient et je les débunk, voilà, une à une, pas toutes, hein, j'ai pas le temps de tout faire, mais j'essaye d'en faire. En tout cas, celles qui circulent beaucoup, j'essaie de les faire. Et aussi, surtout, d'éduquer autour des maladies infectieuses, parce que c'est mon domaine, et rappeler les recommandations générales pour les éviter, donc les maladies infectieuses, tout ce qui est au niveau de la cuisine, de la famille, les IST, la maladie de l'hiver, parce que rapidement, en fait, j'ai étendu tout mon contenu à d'autres maladies, pas que le Covid, hein, évidemment, il y a d'autres maladies. Et donc maintenant, je couvre à peu près tous ces sujets-là, y compris les sujets autour de la biologie en général, toujours dans le but d'améliorer la santé publique en diffusant la bonne information. Et récemment, j'ai rejoint le groupe, la communauté FIDES ou FIDES, je ne sais pas comment on dit en français, de l'OMS. En fait, ils ont mis en place un sorte de réseau d'influenceurs, je n'aime pas trop ce mot, mais bon, bref, dans tout ce qui est professionnels de santé, scientifiques, qui sont sur les réseaux au niveau mondial et qui ont des larges communautés comme ça, et qui en fait, ça nous permet d'avoir des ressources, de s'entraider un peu, parce qu'on a quand même, c'est pas toujours facile d'être sur les réseaux sociaux comme ça, exposé au grand public. Alors, d'autres aussi objectifs de la vulgarisation sur les réseaux, c'est aussi de répondre aux questions les plus fréquentes du grand public. Pour moi, c'est autour des maladies infectieuses surtout, parce qu'en fait, il y a une demande croissante d'informations scientifiques fiables pour le grand public. Les gens sont vraiment à l'affût d'informations, ils sont vraiment très demandeurs de ça. Et je m'en suis vraiment rendu compte en étant sur les réseaux. Il y a vraiment un manque d'informations pour le grand public. J'ai l'impression qu'on communique très très bien entre nous quand on est scientifique, mais pas très très bien avec le grand public. Et ils ont vraiment besoin de comprendre des trucs avec des mots simples, des vidéos simples, moi je le fais assez de façon fun parce que je trouve que ça passe mieux avec de l'humour. Voilà. Et j'essaie aussi de sensibiliser. Moi, je suis véto à la base, et plus j'ai une casquette de chercheur, ex-chercheur en virologie humaine. Donc j'essaie de sensibiliser aux nouvelles maladies infectieuses, donc tout ce qui est maladies émergentes, réémergentes, antibiorésistance et tout ce qui est bonne pratique pour les éviter, évidemment. Parce que je trouve que c'est hyper important et c'est aussi pour prévenir les futures pandémies, éventuellement de demain. J'essaie aussi d'informer au maximum sur la méthode scientifique. Il y a de grosses lacunes là-dessus. C'est vraiment, je trouve, hyper important de le faire. Il y a des gens qui ne savent pas du tout comment on fait de la recherche. Ce qu'on fait dans nos labos, ils ont vraiment l'impression que c'est très opaque, qu'on fait des petites magouilles dans nos labos, puis après on publie des trucs qui nous arrangent, etc. Mais en fait, il faut vraiment essayer, je trouve, d'éduquer les gens sur la démarche scientifique, comment on construit un consensus, etc. Et j'ai fait même des infographiques, comment on construit un consensus, que c'est pas parce qu'il y a 2 personnes qui sont en marge du consensus que c'est forcément vrai. Parce que les gens me disent souvent, oui, mais on ne sait plus qui croire parce que lui, il est professeur, il a dit le contraire. Je dis, oui, mais en fait, il y a un consensus, c'est juste qu'il y a toujours des gens qui seront en marge de ce consensus. Il y aura toujours des gens en marge de ce consensus qui ne sont pas d'accord avec ce consensus, mais malheureusement, c'est souvent ceux qui font le plus de bruit. Mais ce n'est pas la majorité, c'est une minorité, mais c'est juste qu'ils font beaucoup de bruit, en plus ils font beaucoup de buzz en général. Et aussi, un truc qu'on entend souvent, c'est faites vos propres recherches. Ça, les gens font beaucoup leurs propres recherches sur Internet. Donc j'essaie aussi d'éduquer les gens sur le fait que faire de la recherche, c'est pas aller faire du cherry picking sur YouTube avec des informations qui confortent nos croyances.
mais qu'en fait, c'est juste tester des hypothèses sur base d'observation et interpréter les résultats avec les limites que ça comporte, etc. Et que c'est de la recherche, et que ça, ce que vous faites en faisant votre propre recherche, ça ne s'appelle pas de faire de la recherche. Donc voilà, c'est toujours des choses en fait assez basiques, mais il y a vraiment un gros manque autour de ça. Et les gens en fait sont contents d'avoir ça, et aussi d'avoir des petites astuces pour repérer des fake news, parce que parfois ils savent pas en fait comment on peut s'y prendre pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux, parce qu'ils c'est des non-experts et ils n'ont pas forcément le bagage suffisant pour se repérer les fake news. Donc voilà, j'essaie de leur donner des petites astuces comme pour essayer de... Alors ça c'est un autre truc aussi qui est important, et je pense que pendant la pandémie c'était encore plus important, c'était de rassurer les gens. Parce qu'en fait, avec l'ère des réseaux sociaux, la presse et compagnie, il y a parfois des gros titres accrocheurs qui font le buzz. Il y a un gros climat anxiogène qui vient avec tout ça. Les gens sont très inquiets. Et en fait, parfois, juste derrière les titres accrocheurs, il n'y a pas grand-chose. Parfois, la publication, c'est pas du tout ce qu'elle veut dire aussi. Et donc, il y a beaucoup de fake news, etc. Donc, je passe beaucoup de temps à aussi rassurer les gens sur ce qu'ils peuvent lire sur Internet, que ce soit dans la presse ou sur les réseaux. Là, c'est une vidéo, par exemple, de ce qui... c'était quand il y avait eu c'était pas des fake news, hein, c'était sur des informations. La presse avait récupéré candidat Oris quand il y avait eu quelques cas, et j'avais fait une vidéo. Je sais pas si ça peut se lancer. Vous pouvez la lancer, je sais pas si ça va marcher. Il est surnommé le tueur des hôpitaux. Ça fait assez flipper ou pas? Non, parce que sinon j'ai la levure qui va tous nous buter. Bon, je vous explique. On parle ici de Candida auris. C'est un champignon, une levure en fait. Rien à voir avec celle-là qui sert à faire votre pain. Ou alors l'attaque du champi zombie. C'est un cousin des champignons qui causent habituellement des mycoses vaginales ou bien le muguet chez les bébés. Sauf que le problème avec celui-là, c'est que ce petit enfoiré est résistant à plein de médicaments. Donc méga difficile à traiter. Attends, j'ai mieux. Le champignon serial killer. Pour la petite histoire, Candida auris a été découvert en 2009 dans l'oreille d'une personne au Japon. D'où le nom auris d'ailleurs. Donc rien à voir avec lui là. Ah bah champignon pourri, black pourri. Depuis ce temps-là, le nombre de cas a augmenté. Et notre petit Candidou cause de plus en plus d'épidémies dans les hôpitaux dans le monde. Ah non, Candidou, ça fait pas du clic. Et pourquoi dans les hôpitaux? Pour un nom qui fasse le buzz, hein. Parce que ce champignon cause surtout des problèmes chez des personnes qui sont déjà malades d'autre chose et dont le système immunitaire n'est pas au top de sa forme. Et si tu veux en savoir plus sur Hugo Loris, lis les descriptions. Ah la lourdeur. Voilà, il faut tout prendre au 5e degré. Je suis désolée d'avance pour les journalistes qui sont dans la salle, mais... Il est sur nos... On peut passer... Voilà, donc ça, c'était... rassurer les gens, c'est une grosse partie de ce que je fais sur les réseaux. Et puis, il y a aussi une autre partie, un autre volet. Tout ça, c'est que je collabore beaucoup avec des instituts, des agences internationales, des agences nationales ou des fondations pour la recherche. Donc c'est par exemple les collaborateurs que je peux avoir avec qui je collabore régulièrement, et ça permet de leur donner de la visibilité aussi grâce à mon compte qui a quand même maintenant une bonne communauté, et encourager et aider la recherche scientifique sur tous les plans de manière générale. Alors, comment vulgariser sur les réseaux sociaux? Ça, c'est la première question que je me suis demandé que je me suis posée quand j'ai créé ce compte, c'était comment je vais faire ça? Comment je vais expliquer des trucs de manière simple, sans prendre la tête avec tout le monde, sans faire de cours magistral. Voilà, donc j'ai commencé à faire des infographies. Ça, c'était au début, donc j'ai essayé de faire des infographies. Le but, c'est qu'en en 2 minutes, les gens aient compris le problème, la problématique et les solutions éventuellement qu'on peut avoir. Après, il y a toujours une description à côté si les gens veulent vraiment creuser le sujet, avec toutes les sources, toutes les références, etc. Mais il faut vraiment, pour moi, les gens vont sur les réseaux, ils restent pas longtemps sur les posts. Il faut vraiment qu'en quelques secondes, ils aient compris la problématique et qu'ils aient récupéré l'information qu'ils cherchaient ou qu'ils ne cherchaient pas forcément, mais qu'ils se disent « Ah ouais, en fait, c'est intéressant ». Donc voilà, ça, c'est les... je fais aussi beaucoup de vidéos courtes parce que en fait, les infographies, c'est très bien pour expliquer des trucs complexes, mais on touche pas beaucoup de monde avec ça. On touche parfois, ça fait 100 000 vues, les gens les partagent à leurs entourages, mais les vidéos courtes, en fait, l'algorithme va les récupérer quand elles fonctionnent bien et il va les présenter à plein de gens de votre communauté, et vous pouvez toucher énormément de monde grâce aux vidéos courtes. Moi, cette vidéo-là, par exemple, elle a fait plus de 5 millions de vues. Donc ça permet de diffuser le message très 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 largement. Alors il y a une grosse description, en fait il y a un take home message à apprendre, ça dure quelques secondes, on peut peut-être la passer. C'est toujours un peu sur le temps de l'humour, hein, je vous ai prévenu. Mais après il y a toujours une description à côté pour expliquer pourquoi il faut pas... Et en fait il y a tellement de gens qui décongèlent par exemple leur poulet à température ambiante et qui ne savent pas que c'est pas
qu'on peut faire des intoxications alimentaires juste en faisant ça. Donc ça, c'est important. Voilà. Et juste en ayant une petite vidéo de quelques secondes, on a réussi à capter l'attention. Et après, il y a plein de gens qui me disent « je fais plus ça parce que j'ai vu qu'il fallait pas le faire ». Mais grâce aux réseaux sociaux, sinon ils ne savent pas, ils ne connaissaient pas l'information en fait. Alors le format est j'essaie toujours d'avoir un format fun et attractif pour plusieurs raisons. Ça permet d'attirer l'attention et puis les gens retiennent vachement mieux en fait, je trouve, quand il y a toujours le format était fun ou il y a le ton de l'humour. Parfois ils retiennent juste parce qu'ils se souvenaient de la vidéo, juste parce qu'elle était marrante, et en fait ils se souviennent du message grâce à ça. Et ça permet aussi de répondre à une question précise. Donc il faut toujours qu'il y ait un take-home message qui soit très clair, très simple à comprendre. Il faut qu'en 2 secondes, ils aient limite cerné le sujet et qu'ils aient retenu quelque chose. Et après, il y a toujours des précisions dans la description, si nécessaire, ça c'est évident, où j'explique vraiment biologiquement pourquoi c'est pas bon. Et citer les sources, ça c'est essentiel. Et encourager les gens à les vérifier, parce que ça, on a eu beaucoup, enfin moi j'ai eu beaucoup observé, il y a parfois des gens, beaucoup dans la santé naturelle, etc., qui citent des études scientifiques. Donc du coup, les gens les croient parce qu'ils disent « Ah, bah, c'est bon, il a cité des études, c'est bon ». Mais en fait, quand on prend les études qu'on va voir sur PubMed, il y a soit du cherry picking, soit ils ont carrément complètement changé les conclusions des auteurs, ou oublié de parler des limitations, ou carrément repris les chiffres et refait des calculs derrière, alors que c'est même pas du tout ce qui est dans l'étude. Donc je dis toujours, allez vérifier, même mes sources à moi, allez vérifier, prenez cette habitude d'aller toujours vérifier les sources, que c'est pas parce qu'il y a une source qui est citée que c'est forcément ce qui était dans la vidéo ou dans le texte était 100% vrai. Et on peut mettre cette vidéo c'est, je pense, l'apogée de la vulgarisation sur Instagram. Voilà. On rigole bien aussi, mais... voilà, cette vidéo, c'était sur un sujet d'actualité qui a fait la une il y a quelques mois. On peut mettre celle-là aussi. C'était sur un ver qui s'est retrouvé dans le cerveau d'une femme en Australie. Un ver vivant de 8 cm découvert dans le cerveau d'une femme en Australie. Il s'agit d'une larve d'Ophidascaris roberti. Et comme c'est dur à dire, on va l'appeler Robert. Robert est un parasite natif d'Australie qui vit habituellement dans l'estomac d'un python et qui relargue ses œufs dans l'environnement via les cacas des pythons. Les œufs sont ensuite ingérés par des petits mammifères et des marsupiaux chez qui ils se transforment en larves. La larve migre ensuite dans les organes des animaux. Puis les pythons mangent les animaux infectés et le cycle recommence. Alors comment Robert a atterri dans le cerveau de cette femme ? Eh bien cette femme vit près d'un lac où vivent ces fameux pythons. Et elle avait pour habitude de ramasser des végétaux sauvages pour cuisiner. Alors l'hypothèse la plus probable, c'est qu'elle a avalé des œufs du ver qui se trouvaient dans l'environnement. Et que Robert l'a confondu avec un koala. L'Australie et ses bêtes charmantes. Voilà, je ne suis pas tout le temps en train de me rouler par terre avec des antennes de virus. Donc ça, c'est juste pour vous donner un peu un échantillon de tous les sujets que j'ai pu couvrir sur les réseaux. C'est souvent des vidéos. Il y en a vraiment beaucoup, plein d'autres. C'est très varié. Hein. Les maladies infectieuses, c'est pas ce qui manque, les sujets, je pense. Voilà. Est-ce que je peux passer ? Oui, alors ça, c'est important aussi. En fait, on pense souvent quand on est que sur les réseaux, on parle que aux gens qui consultent les réseaux. Et en fait, je me suis vachement rendu compte que souvent, les messages qu'on faisait passer sur les réseaux étaient repris par la presse. Parfois, je ne suis même pas au courant. Il y a des articles qui sortent avec mes vidéos. Et en fait, les journalistes ont carrément fait un article entier en reprenant ma description, etc. Mais quelque part, tant mieux, parce que du coup, l'information, elle diffuse en dehors des réseaux. Les gens qui vont consulter Marie-Claire, Femme Actuelle, je ne sais pas quoi. Parfois, je collabore avec la presse. Moi, je réponds à des interviews, je donne des précisions sur des sujets, etc., pour être sûr que la bonne information passe, etc. Voilà, c'est assez varié, mais c'est sympa de voir que en fait, notre message qu'on diffuse sur les réseaux, il est aussi amplifié à l'extérieur. Donc c'est important aussi de savoir ça. Et pour la petite histoire, l'infographie en bas à droite, c'était une plaquette de l'Ars, du Pays de la Loire, qui avait emprunté mes infographies pendant le Covid. Il m'avait demandé l'autorisation, évidemment, mais c'était comme quoi ça peut, même ce qu'on poste sur les réseaux peut être aussi d'utilité publique pour la santé publique, justement. Alors, si je vous mentirais, si je vous disais que les réseaux sociaux, c'est le monde des bisounours, hein, évidemment. Voilà, je suis désolée d'avance pour toutes les insultes que vous pourrez lire ici, mais c'est le quotidien d'un créateur de contenu qui poste sur des vaccins, la santé en général et le Covid, évidemment. Voilà, j'ai toujours pas retouché mon chèque de Big Pharma. Si vous voulez le retrouver, demandez. Voilà, donc c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'on subit tous les jours. Comme on dit en anglais, il faut avoir une peau épaisse. Je pense qu'il faut vraiment faire abstraction de tout ça, mais
C'est quelque chose qui peut être compliqué au niveau santé mentale pour les gens qui sont... enfin, pendant le Covid, c'était vraiment violent. Hein. Tous les jours, c'était comme ça. Il faut vraiment... moi, ma stratégie, c'est de bloquer, par exemple. Je bloque, je réponds pas aux gens comme ça. De toute façon, c'est pas la peine d'avoir des discussions. À part attiser la haine, ça va pas faire grand-chose. Il y a un autre obstacle à la vulgarisation, donc je ne m'attendais pas, c'est aussi les plateformes elles-mêmes. Ça, c'est toutes mes stories qui ont été supprimées pour violation, parce que apparemment, je fais circuler des fausses informations. Donc ça, c'était un peu plus difficile à comprendre. En fait, c'est surtout, il y a 2 raisons à ça. Souvent, c'est des raids anti-vax qui me signalent. Et qui font sauter mes publications ou mes stories parce qu'en fait, je ne sais pas exactement, mais l'algorithme est fait pour qu'au bout d'un certain nombre de signalements, on saute, quoi. En gros, c'est ça. Le risque de ça, c'est que mon compte soit complètement supprimé. Globalement, c'est ça l'idée. Et puis après, il y a l'algorithme lui-même qui détecte des mots interdits. Ça, c'était intéressant. Si par exemple, la story qui a été supprimée à gauche, j'expliquais comment fonctionnait la nanotoxine tétanique dans le vaccin contre le tétanos. Mais en fait, le mot toxine a été... Du coup, il m'a fait sauter ma story à cause de ça. Donc ça, il faut apprendre à gérer les plateformes. C'est pas toujours évident, surtout que quand on contacte Meta, on peut demander des examens quand ils nous ont collé des violations. Mais en fait, il n'y a jamais personne qui review ces violations. Donc en fait, ça reste là pour toute la vie et après, on peut supprimer. Et ça, c'était le pire, je pense. C'était le pire. Ça a duré presque 1 an. Pendant 1 an, chaque fois que vous vouliez me mentionner ou que vous vouliez commenter quelque chose, ou que vous vouliez chercher mon nom quelque part, il y avait ce message qui s'affichait sur Instagram, comme quoi je diffusais de la fausse information sur les vaccins contre le Covid. Voilà. Et évidemment, j'essaie de contacter Meta, personne ne répond. Et il a fallu, comme je travaillais à ce moment-là avec les Nations Unies, je leur écrivais des FAQ pour leur site sur les vaccins, etc. Je leur ai demandé s'ils avaient des contacts chez Meta. Et c'est l'ONU de New York qui a écrit à Meta et dans la journée, j'étais libérée. Mais il a fallu que j'écrive... Enfin, c'est insensé. Pour moi, je trouve ça insensé. Mais voilà, ça a duré un petit moment, cette histoire. Et puis du coup, ça a instillé un peu le doute aussi chez les gens. Parce que les gens disaient, ah, t'as vu, à chaque fois qu'on te mentionne, ils disent que tu diffuses de la désinformation. Alors qu'en fait, tu luttes contre la désinformation. C'est pas forcément... Les plateformes ne sont pas forcément... voilà, elles n'aiment pas toujours collaborer dans le bon sens. Je pense qu'elles sont, pour moi, mon avis personnel, c'est qu'elles sont un peu complices de la désinformation qui circule sur les réseaux. Voilà, merci pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis impressionné par votre travail et je suis certain que c'est extrêmement utile. Vous y mettez de l'humour, ce que j'apprécie beaucoup. Ce qui m'interpelle, connaissant aussi des gens qui font un travail du même genre dans des pays lointains, c'est le temps que ça vous prend, d'une part, le temps que ça prend dans votre existence, et puis aussi comment vous financez le temps consacré à ça. Est-ce que vous travaillez de la pub ou bien est-ce que vous avez des fondations, des bonnes volontés qui financent votre travail? Moi, j'ai créé ça, c'est bénévole complètement. Je passe énormément de temps à travailler. J'ai un travail à temps plein à côté, je fais ça en plus. Je fais ça le soir, le week-end, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps libre. Je dors pas beaucoup non plus. Je fais parfois quelques collaborations rémunérées, mais par contre, je refuse toute collaboration avec les boîtes pharmaceutiques. Je sais que Moderna m'a approché plusieurs fois, j'ai dit non, parce que éthiquement, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Mais oui, je crée du contenu parfois pour des instituts, des fondations, notamment l'Institut Pasteur. Alors, par contre, clairement, le temps que ça me prend par rapport à ce que ça me rapporte, ça vaut pas le coup du tout. Parce que je refuse 90% des collaborations qu'on me propose. Mais bon, ça a une petite rétribution pour le temps et l'énergie que je mets là-dedans pour améliorer la santé publique. Mais je pense que pour moi, la recherche, la science, c'est une passion à la base pour moi. C'est un peu mon hobby. Je dis que je fais des publications scientifiques dans ma vie de tous les jours dans mon travail, mais je le fais aussi le soir sur Internet de manière un peu plus détendue. Mais voilà, je pense qu'il faut être passionné et si on veut en faire son travail, en tout cas avec l'éthique que moi j'ai,
c'est très compliqué de faire ça de manière rentable et éthique. Non. Oui, merci, c'est vraiment intéressant et on a envie d'aller voir tout de suite d'ailleurs. Mais j'ai une question justement sur cette interaction avec les réseaux sociaux. Est-ce que sur des dysfonctionnements de ce genre, on ne pourrait pas imaginer quand même que nos pouvoirs publics, d'une façon ou d'une autre, puissent intervenir, c'est-à-dire qu'ils aient, en disant ça nous aide à mieux fonctionner d'une certaine façon, à éviter des fake news, enfin, à propager une connaissance. Et donc, est-ce que ça ne mériterait pas qu'il y ait une intervention qui aurait peut-être plus de poids, qui est de dire, vous avez bloqué un compte qui ne mérite pas de l'être, etc. Je pose la question comme ça, j'ai aucune idée sur la façon dont il faudrait le faire, mais... C'est une très bonne remarque, et honnêtement, pendant le Covid, moi j'ai été dans un groupe de créateurs de contenu internationaux qui était justement avec l'ONU avant d'aller avec l'OMS, mais tous les jours, on avait des menaces, il y avait des gens qui avaient des menaces physiques, et les plateformes ne faisaient rien. On écrivait à Meta pour signaler des gros comptes anti-vax ou des raids, ou parfois, il y a des gens que je connais qui ont carrément leur compte supprimé, et ils ne faisaient rien. En fait, j'ai l'impression qu'ils s'en fichent un peu. Mais bon, je pense qu'il y a moyen de faire pression. Il faudrait que tu fasses pression sur tous les réseaux sociaux en même temps, et que ça vienne de plusieurs endroits différents. Mais moi, quand je vois qu'il a fallu que je fasse intervenir l'ONU pour faire sauter mon ban de 8 mois, alors que je leur ai écrit... Moi, j'ai même eu un humain chez Meta. J'ai écrit un humain. Et il m'a dit, non, c'est pas nous qui nous en... Je transfère. Ah il a transféré. 6 mois après, j'étais toujours là, bloqué. Mais moi, c'est des choses que... Et puis, c'est des choses qui sont assez insensées, mais je pense que les plateformes, en tout cas des réseaux sociaux, sont un peu tout puissantes, ou se sentent en tout cas un peu intouchables, et c'est un peu problématique dans l'ère de la désinformation de nos jours. Il faudrait mettre un peu plus de régulation là-dessus. Ouais. C'est pas plus de la négligence complète de leur part? Je pense qu'ils sont... Ça commence je sais que YouTube commence à s'intéresser à la question. Meta, ils en avaient rien à faire, hein, clairement. Même quand l'ONU les contactait, ils l'ont fait parce qu'il a fallu que New York, quand même... Bruxelles a essayé de les contacter, ils ont dit non. Et il a fallu que New York les contacte. C'est monté jusqu'au plus haut de l'ONU pour me débloquer. Enfin, c'est ridicule quand même. Je suis pas... Britney Spears, quoi. J'ai juste un compte de vulgarisation en français. Mais c'est là qu'on se dit que c'est quand même pas normal. Il devrait y avoir des moyens, en tout cas, de contacter ou pour permettre à l'information de passer et que la désinformation soit sanctionnée. Au moins qu'ils soient sanctionnés, parce qu'il y a des comptes de désinformateurs qui sont toujours là, hein, qui sont là depuis des années. Et quand je vois que nous, on se prend des violations parce qu'ils sont très organisés, ils organisent des raids, où ils font des raids sur tel truc, tel compte, et pour faire sauter les gens. Nous, on n'est pas organisés comme ça, en tout cas de notre côté, et c'est pas l'intérêt non plus. Donc c'est sûr que c'est parfois compliqué, mais parfois on a l'impression de se battre avec des moulins à vent, vraiment. Que ce soit les haters, les trolls, les anti-vax ou les plateformes, parfois on se dit... franchement, j'ai envie d'arrêter par moment, mais je continue. Parfois, je fais des pauses, parce qu'il faut faire des pauses au niveau santé mentale, c'est important. Mais en fait, on revient toujours parce que c'est trop utile et ça manque trop. Ça manque trop. Les gens sont vraiment demandeurs de ça. Bonjour, d'abord, merci. Donc, Pierre de Bois-Mondars, enchanté. Je suis président d'un collectif qui tentait à sa façon de lutter contre la désinformation aussi. Ce que vous avez réussi à faire, nous on n'a pas réussi à le faire. J'ai essayé de faire ça sur Twitter. Twitter est devenu globalement un cloaque et c'est très compliqué d'arriver à générer de l'information de qualité. Donc oui, prenez soin de vous, parce que oui. Là où vous êtes toute seule, où nous on a la chance d'être un collectif, et où on fait ça sur notre temps libre, sur nos jours off, sur le week-end, sur du temps de famille, sur du temps de sommeil. Derrière, il y a des intérêts souvent économiques, qu'on n'a pas trop soulevé, mais globalement, la force de l'État, elle ne va pas être dans l'éducation, dans la création de contenu drôle. Enfin, l'État n'a pas à être drôle. L'État, il a
aller mettre des moyens d'enquête pour aller regarder d'où viennent les fonds qui financent tout ça, éventuellement mettre son nez dedans et à ce moment-là avoir la capacité de sanctionner. Et sur l'évolution, on va dire, de la sanction et du numérique en santé et en désinformation, c'était un des gros sujets des assises des dérives sectaires de la rentrée. Et la loi européenne est en train de changer avec l'arrivée du DSA. Il y aura normalement des super signaleurs, des signaleurs de confiance qui vont se mettre en place, qui vont permettre justement normalement de striker certains groupes et de faire remonter des informations. Ah, c'est bien, ça. Mais ça nécessite une collaboration avec les grandes entreprises. Et pour les avoir rencontrés en vrai, des personnes physiques aussi, le dialogue est extrêmement compliqué parce que tout est verrouillé d'un point de vue corporate. C'est-à-dire qu'ils ont une ligne de corpo, ça ne bouge pas. Il ne faut pas faire de vagues, et donc derrière les profits tombent parce que je pense que c'est le même problème avec les plateformes, honnêtement. Je pense que c'est quelque part la désinformation, quand ça devient viral, ça leur apporte du business. Enfin, c'est le même problème. Hein. L'information fait beaucoup moins le buzz que la désinformation. Donc, eux, ça les arrange en fait, quand leurs vidéos, elles font 10 millions de vues. Voilà. Et c'est compliqué. Mais c'est vrai que par contre, c'est très important de dire aussi que oui, quand on fait ce genre de trucs, on est tout seul derrière un compte. Et on n'est pas, je sais pas, une équipe, 50 personnes qui postent qui répondent aux commentaires. Donc il faut vraiment faire attention de pas se... Ouais, on peut vite se retrouver avec des... Enfin, ça peut vite toucher, quoi. Moi, je deviens un peu aguerri, mais c'est pas... Ouais, il faut faire attention à ça. C'est la première étape du burn-out. Oui. Je fais attention, j'ai quelques signes, donc je fais attention quand même. Ouais. D'autres questions ? Merci.